Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission 5 questions, 5 minutes. Nous avons aujourd'hui un candidat à la région à la 4e place sur la liste B1. Donc c'est M. Olivier Moukouna qui va répondre à nos questions, ainsi qu'aux questions de M. Rachid Zegzaoui. Donc, suivez-nous et ne ratez pas une question. Voilà. Bonjour, monsieur Olivier Moukouna. Vous vous présentez sur une liste électorale pour le Parlement régional, sur la liste B1. Oui. Quelle est votre raison de cette participation et pourquoi la liste B1? Parce que la liste B1 défend l'égalité radicale entre les citoyens sur la région bruxelloise, et ça m'a tout de suite parlé, en tout cas à partir du moment où j'ai dû réfléchir sur le fait d'entrer en politique ou non, puisque comme certains savent, en tout cas j'ai fait un peu plus de 20 ans de journalisme d'enquête, journalisme indépendant, et donc j'étais pas, j'étais très sceptique quant à entrer en politique sous quelque bannière que ce soit, avant l'existence de B1. À partir du moment où j'ai vu la création de B1 en 2018 et puis qu'on a été en contact, j'ai été convaincu par les priorités qu'ils veulent défendre, et puis la qualité aussi des personnes. Diaba Boujaja, Candice Vanek, Leila Wafi, et puis les autres de la liste. C'est une équipe vraiment formidable avec qui on a envie d'apporter un vrai changement et surtout créer un vrai électrochoc sur Bruxelles par rapport en tout cas à plusieurs priorités, dont la première est la lutte contre le racisme structurel et les discriminations structurelles qui frappent cette ville de Bruxelles, et pour une égalité réelle, radicale. Vous pouvez nous expliquer comment se manifeste ce racisme structurel? Mais c'est simple, en fait, ce sont des comportements qui pénalisent, hiérarchisent des Belges, des Bruxellois en fonction de leurs origines. Donc à la fois au niveau du chômage, il suffit de voir à quel point les taux de chômage de la jeunesse belgo-maghrébine par exemple, mais aussi d'autres origines, est grand. Dans certaines communes, c'est plus de 40%. On déplore ce problème, on fait des rapports depuis longtemps, les politiques et les partis politiques qui ont déjà été au pouvoir disent qu'ils vont prendre ça à bras le corps. Il y a 30 ans, ça fait 30 ans que ça dure. Et ça s'aggrave. C'est surtout ça qui, moi, m'a convaincu d'entrer en politique, c'est que les problèmes s'aggravent à ce niveau-là, au niveau de ce racisme structurel. C'est aussi un traitement différencié. Quand un Belge d'origine extra-européenne, subsaharienne, maghrébine, turque, etc., arrive à décrocher un emploi et rentre dans une entreprise, l'ascension sociale qu'il mériterait selon ses compétences n'est souvent pas respectée, pour ne pas dire très souvent. Quelque part, c'est ce qu'on a appelé en France le plafond de verre. En tant que Belge d'origine africaine ayant une autre couleur de peau, une autre confession, vous montez difficilement dans la hiérarchie, vous n'atteignez jamais les cercles de pouvoir. Tout ça pour B1, ça doit cesser. Il faut que ce soit l'égalité radicale en fonction évidemment des compétences égales de chacun, mais l'égalité radicale est que c'est pas parce qu'on est d'origine marocaine, d'origine libanaise, d'origine congolaise, je peux aller souvent comme ça, parce que Bruxelles c'est quand même 180 nationalités. C'est la deuxième ville au monde multiculturel et cosmopolite. Et pourtant, on est la capitale du chômage des Belges non blancs. B1 dit stop. B1 dit que ça suffit. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Pourtant, les partis politiques traditionnels, on distingue dans ces partis de nombreux candidats issus de l'immigration, donc de nombreux députés siègent au Parlement bruxellois pour le compte du Parti socialiste ou du CDH. Est-ce que cette problématique ne la voit-il pas? C'est-à-dire, je pense que les autres partis ne sont pas soignés de cette logique très politicienne belge et bruxelloise de la trappe-voix. Donc c'est-à-dire, ils ont compris, ils ont fait le calcul que, voilà, comme je vous le disais, Bruxelles et la Belgique, mais surtout Bruxelles est cosmopolite,
et que donc de ne pas présenter des candidats à l'image de la société, donc c'est-à-dire des candidats noirs, des candidats femmes avec des foulards, etc., c'était contre-productif, ils allaient perdre des voix tout simplement. Parce que c'est vrai, l'électeur regarde un programme, mais l'électeur doit aussi se reconnaître. Et quand donc voilà, il y a ce calcul-là, qui est de moins en moins prégnant dans le sens où ils essayent, les autres partis, d'engager des gens avec des compétences, avec des diplômes, etc. Avant, c'était même des gens qui étaient, pour moi, je dirais, dépolitisés ou ignares, qui étaient juste sur une liste et qui valait même mieux ne pas les entendre parler. Aujourd'hui, ils ont fait cette évolution, mais ça reste, attrape-nous des voix, fais-nous gagner, et puis tu restes dans ton coin. Et tu n'évolueras pas vers les instances de décision. Et on ne te prendra pas comme ministre ou de manière... voilà, parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Ou de manière... voilà, c'est pas les plus frondeurs, les plus respectueux du programme qui vont, et d'origine étrangère, donc, ou d'origine maghrébine, ou d'origine africaine, etc., qui vont devenir ministre ou avoir un haut poste. C'est très rare. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans l'axe programmatique, que ce soit en campagne électorale ou aux affaires au pouvoir, ni le PS, et là il faut le citer, ni Écolo et ni PTB dans l'opposition n'a un axe programmatique réel d'analyse sur les dégâts et la gravité que cause le racisme structurel dans Bruxelles, et n'a même pas envie de lutter contre ça. Il y a une espèce de vieux réflexe, comme ça, de rester entre décideurs blancs. Voilà. Et c'est toujours d'actualité dans les autres partis. C'est pas du tout le cas chez B1, et ça ne sera pas le cas même si on fait un monstre. Avoir présenté une liste sur le régime néerlandophone plutôt que francophone. Ah oui, ben ça c'est une stratégie électorale que B1 a mis au point, et sans aucun secret. C'est que, voilà, l'idée de se présenter, enfin si on se présentait sous le registre francophone, ben, en tant que petit parti n'existant que depuis un an et demi, et ayant encore beaucoup de travail pour se faire vraiment connaître, effectivement on allait faire un succès d'estime, ou en tout cas ne pas faire un score intéressant pour ces régionales. Donc on s'est inscrit sur les listes le registre néerlandophone pour deux raisons. D'une part, parce qu'il faut moins de voix pour obtenir un député. Il faut plus ou moins autour de 3000 voix de préférence pour obtenir un député, et donc c'est dans nos cordes, puisque nous, on s'adresse, oui, à l'électeur bruxellois néerlandophone, mais aussi, et surtout d'ailleurs, à l'électeur bruxellois francophone. On a toute une partie de notre campagne, et d'ailleurs la majorité de notre campagne est en français, parce que c'est la langue majoritaire de la ville, et que la majorité des électeurs sont francophones. On leur demande de voter pour nous, pas parce qu'on est néerlandophone ou sur une liste néerlandophone, mais parce que c'est une des seules manières d'envoyer au moins 1, 2, voire plus de députés au Parlement bruxellois, et donc d'avoir une force pour l'égalité radicale contre le racisme structurel au sein des négociations pour le gouvernement bruxellois, ou en tout cas dans le Parlement. Ce sera déjà un électrochoc incroyable pour les autres partis. Il faut que les électeurs francophones en soient convaincus. En tout cas, ceux que nos propositions et ce qu'on va défendre intéressent. Et ils sont nombreux. Parce que, je le rappelle encore, on est dans une ville multiculturelle. Il y a au moins un bon tiers des gens qui habitent Bruxelles qui ont des origines étrangères. Et il est temps qu'on les traite de manière comme des citoyens à part entière, ou en tout cas qu'on défende les questions qui les intéressent aussi, et les problèmes dans lesquels ils se retrouvent, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors donc voilà, l'idée c'est à la fois de se mettre sur une liste néerlandophone pour avoir un nombre de voix suffisant pour envoyer des députés, mais aussi parce que en fait on prend la NVA à son propre piège. La NVA fait le même calcul entre guillemets que nous, électoral, attention, hein, pas sur le fond du programme bien sûr, où on est radicalement opposé à la NVA, mais électoralement il y a la même stratégie, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à l'électeur francophone. Et malheureusement, la NVA existant depuis plus longtemps, ayant un passif qui intéresse quand même malheureusement une partie de la population raciste et qui n'a même pas conscience que ce parti est francophobe, il y a des gens qui risquent de voter pour la NVA, et donc la NVA risque d'avoir des députés bruxellois
au Parlement, voire même d'être en mesure de pouvoir prétendre à former le gouvernement bruxellois. Et donc, à ce moment-là, la paralysie du pays. Enfin, en tout cas, la paralysie de la ville et foutre en l'air les institutions bruxelloises. Si nous, on arrive à convaincre, et c'est ce qu'on veut faire, à convaincre de voter pour nous, ben, c'est clair qu'on sera la première force d'opposition, encore plus que les autres partis traditionnels qui, voilà, le MR a déjà montré à quel point ils collaboraient et ils étaient prêts à tout pour entrer au pouvoir, y compris une coalition avec la NVA. Les autres sont de moins en moins clairs, à l'exception des colos et des PTB. Mais sinon, les autres pourraient faire la même chose aussi, une coalition, parce que le pouvoir, c'est trop important pour eux. Ils ne font de la politique que pour ça, que pour être au pouvoir. Nous, on fait de la politique pour défendre des idées et améliorer le sort des citoyens qui sont le plus dans les problèmes, et puis des autres ensuite. Parce qu'évidemment, et là on en parlera après, mais on a d'autres propositions sur la mobilité, sur le fait qu'on veut absolument mettre fin aux communautés, avoir une région bruxelloise qui n'est plus sous tutelle, donc défendre une régionalisation forte de Bruxelles pour enfin, par exemple, avoir un enseignement multilingue, notre propre enseignement, ni sous tutelle flamande, ni sous tutelle wallonne, en tout cas de la communauté, de la Fédération de Bruxelles-Wallonie. Voilà. Donc on a plusieurs, évidemment, parties de notre programme, mais voilà, pour répondre sur la liste, pourquoi on s'est mis sur le registre francophone, c'est dans une double stratégie électorale, anti-NVA et pour avoir une chance, en tant que petit parti inconnu qui démarre, d'avoir au moins un, deux, voire plus de députés si les électeurs nous font confiance. Oui, donc, quel est l'intérêt pour un électeur, un citoyen francophone de Bruxelles, de voter pour B1 qui est sur une liste néerlandophone? Mais il y en a deux. Pour nous, en fait, voter B1 sur cette liste néerlandophone, c'est voter utile. Parce qu'on est les seuls à défendre plusieurs propositions qui n'existent pas du côté francophone. Vous n'avez aucun parti francophone qui défend une égalité radicale entre les citoyens, la fin des discriminations et du racisme structurel, ou en tout cas une lutte efficace pour lutter contre ce qui pénalise plus d'un tiers des citoyens bruxellois. Je veux dire, je rappelle, il y a dans notre ville cosmopolite, la deuxième cosmopolite au monde, il y a plus de 30% des citoyens qui ont des origines étrangères extra-européennes. Il y a plus de 180 nationalités différentes dans cette ville. Ce n'est pas pris en compte au niveau socio-professionnel, au niveau socio-économique, au niveau de l'ascension professionnelle et évidemment au niveau du chômage de la jeunesse. On est donc la deuxième ville la plus cosmopolite dans le monde, et on est une des capitales du chômage de la jeunesse d'origine maghrébine et africaine, afro-subsaharienne en général. C'est absolument impossible que ça continue comme ça. Il n'y a aucun parti francophone présent sur des listes francophones qui défendent ou même parlent de cette discrimination à l'emploi. Ils en parlent comme, je dirais presque d'une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Un peu là, oui, il fait mauvais en Belgique, oui, il pleut, il n'y a pas beaucoup de soleil. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des décisions politiques à prendre. Il faut à la fois lutter contre cette discrimination à l'emploi avec des mesures politiques sérieuses, et donc en faire une priorité, mais aussi sanctionner. Il y a derrière ce système structurel de discrimination, il y a des gens, il y a des employeurs, il y a des politiques même, et y compris des politiques de nos concurrents là aux élections maintenant qui vont avoir lieu donc le 26 mai. Je veux dire, B1, c'est un vote utile parce que ça permettra enfin de créer un électrochoc en envoyant 1 ou 2 ou 3 députés de B1 à ce Parlement bruxellois. Les autres partis devront tenir compte du fait que c'est une priorité, cette lutte pour l'égalité citoyenne radicale et contre les discriminations structurelles, le racisme structurel. Il faut, sur un continent européen où tous les partis d'extrême droite ont le vent en poupe, où plusieurs pays même sont maintenant ont des directions coalisées ou des directions d'extrême droite. Je veux dire, il ne faut pas croire que la Belgique va échapper longtemps à ce mouvement général. Sauf si on lutte vraiment contre ça. Il faut surtout pas que ça arrive à Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui n'a rien à faire avec les politiques et les analyses d'extrême droite, les autres concurrents de B1 ne sont pas assez forts là-dessus.
sont prêts à faire des compromis pour arriver au pouvoir et des compromissions qui se feront sur le dos des citoyens bruxellois d'origine étrangère. Je rappelle que simplement au niveau national, tous les partis ont accepté ces lois iniques et injustes sur les binationaux. Les binationaux sont désormais, donc, je rappelle, les Belges avec une autre nationalité, les Belgo-marocains, les Belgo-turcs, etc. Tous les Belges qui ont une double nationalité sont susceptibles, un jour, s'ils ont un problème quelconque lors d'un voyage touristique ou ailleurs, eh bien le consulat belge va les abandonner. Ils seront plus belges, ils seront leur autre nationalité. Comme ça s'est passé avec Ali Arras, qui est depuis 11 ans enfermé au Maroc, sur la base d'un procès unique, on lui a fait forcer des aveux, où même le juge antiterroriste, le Balthazar Garson, avait établi un non-lieu concernant les accusations de terrorisme dont il faisait l'objet. La Belgique ne l'a jamais soutenu. Didier Reynders, notre ministre des Affaires étrangères, ne l'a jamais soutenu, et les ministres précédents non plus durant 10 ans. Et maintenant, ils ont carrément mis ça dans les lois. Quand vous êtes binational, vous êtes un sous-citoyen. Déjà maintenant, dès qu'il vous arrive un seul problème. Et quand vous n'êtes pas belge, s'il y a maintenant une deuxième loi raciste qui est passée au niveau fédéral, quand vous n'êtes pas belge, s'il y a des soupçons d'affaires judiciaires vous concernant, c'est même pas des soupçons de terrorisme, attention, il y a une législation antiterroriste particulière, c'est même pas ça, des soupçons judiciaires, on peut décider, le parquet peut décider de vous expulser, et vous devez faire vos appels et la possibilité de revenir en Belgique dans le pays où vous aurez été expulsé, le Maroc, le Congo, etc. Ça peut prendre des années. Voilà ce que j'appelle un traitement raciste, structurel, inscrit dans la loi, et que tous les autres partis ont voté. Je vais être gentil avec le PTB, ils se sont abstenus en ce qui concerne l'expulsion comme les binationaux. Mais c'est pas lutter, ça, s'abstenir. Surtout quand on s'appelle le PTB. Le PTB, on a des positions, on est soi-disant le seul ou la véritable force de gauche. C'est pas pour s'abstenir, c'est pour proposer des positions politiques ou se combattre et refuser des votes législatifs qui vont pénaliser des citoyens. Ils ne l'ont pas fait. C'est une des raisons de la création de B1, et c'est ça aussi qui m'a amené à me dire il n'y a rien à attendre ou à espérer des autres partis francophones sur ces questions bien précises et qui sont de plus en plus accrues. Je ne vais même pas parler des migrants ou de la régularisation des migrants dont on a absolument besoin. La dernière régularisation des sans-papiers des migrants, elle a eu lieu il y a 10 ans. Maintenant, tous les autres ont peur de défendre ça, y compris Colo, y compris le PTB. B1 le défend. B1 le défend. Nous défendons une régularisation générale. Il est plus que temps d'arrêter d'avoir ces autres sous-citoyens qui vivent dans des conditions scandaleuses d'exploitation parce qu'ils n'ont pas les papiers, qui ont peur toute la journée du contrôle policier, du centre fermé, de l'expulsion, alors qu'ils sont là depuis des années. Ça suffit maintenant. Ces gens sont des citoyens de notre ville et il faut leur redonner une dignité avec des papiers. Voilà. B1, si on a des députés grâce au vote des électeurs, on se battra pour ça, pour une égalité radicale pour tous et toutes. Donc vous dénoncez la manière dont les citoyens possédant la double nationalité sont traités, surtout ceux issus de pays extra-européens. Comment comprenez-vous, comment expliquez-vous, ou admettez-vous que des députés siégeant au Parlement, par exemple disposant également de la double nationalité, puissent se rendre dans leur pays d'origine et effectuer leur service militaire? Est-ce que ça vous semble correspondre à un citoyen belge ou à un député belge? Donc on avait plusieurs députés, que ce soit d'origine turque ou même belge d'origine israélienne, se rendre dans leur pays d'origine et effectuer leur service militaire dans ces pays-là. Est-ce que c'est, selon vous, condamnable? Ou en tout cas... Donc il n'y a aucun problème à posséder, à être binational. Maintenant, effectivement, il faut, à partir du moment où on se présente aux élections, ou même on devient député, ou de toute façon on a une vie qui est dans l'un ou l'autre des pays, ben c'est là où on doit effectivement effectuer son service militaire s'il y a des obligations à ce niveau-là. Et on ne peut pas le faire dans les deux, ou en tout cas, c'est pas parce qu'en Belgique c'est plus obligatoire
qu'il faut faire son service militaire dans l'autre pays de nationalité, alors que vous êtes député belge. Là, il y a voilà, une contradiction dans les termes. On ne peut pas, je dirais, jouer sur les deux tableaux. Voilà. Donc, non, nous, on est pour les mêmes droits pour les binationaux, mais effectivement, les mêmes devoirs. Et donc, à partir du moment où vous résidez dans un pays, vous vous pliez aux règles en question du pays. Le service militaire n'est pas obligatoire ici, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire dans l'autre pays, parce que sinon, évidemment, c'est contradictoire. Comment jugez-vous le bilan après plusieurs mandatures de ces élus issus de l'immigration dans les différents partis politiques? Et moi, je suis voilà, assez déçu de ce point de vue-là, parce que je pense que d'une part, soit pour certains, ils n'ont toujours pas compris voilà, dans quel jeu ils jouaient et ils n'ont pas produit l'analyse critique en ce qui concerne les fonctionnements du racisme structurel. Le racisme structurel, c'est bien une structure, c'est bien, ça fonctionne de manière structurelle, et donc les partis politiques, y compris dans leur fonctionnement, ne sont pas épargnés. Donc, au bout d'un moment, c'est pas depuis hier qu'il y a des candidats d'origine africaine, d'origine marocaine, d'origine, etc. sur les listes, y compris à des postes finalement donc d'échevins, de conseillers communaux, etc. Et parfois même de ministres. Mais fondamentalement, voilà, d'abord, ça n'a pas spécialement donné des résultats très probants en ce qui concerne la lutte contre le racisme structurel concernant les citoyens. Pour eux, leur situation s'est améliorée personnellement, ça je n'en disconviens pas, mais la politique, c'est pas se servir, c'est d'abord servir les citoyens. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, le bilan n'est pas mitigé, il est mauvais. Il est simplement mauvais. Il n'y a rien qu'à avancer, même les choses ont empiré. Moi, j'estime, au vivre dans cette ville depuis longtemps, que le racisme est devenu encore plus fort parce que plus insidieux. C'est vrai que dans les années 80, il y avait des gens qui pouvaient vous insulter dans la rue avec des propos voilà, racistes, etc. Ce qui se fait moins parce qu'il y a eu des lois, etc. pour réprimer ça, mais il n'y a pas de loi pour réprimer ce racisme insidieux qui mène à la discrimination à l'emploi, qui mène à payer de façon complètement de la même manière que le sexisme, c'est-à-dire à moins payer un employé d'origine afrodescendante qu'un employé belgo-blanc, etc., etc. Donc ce racisme est encore plus insidieux et encore plus fort et encore plus tenace, et je dirais voilà, les candidats, enfin le bilan en tout cas des candidats afrodescendants de ce point de vue-là, maghrébins, turcs, etc., pour moi est quasiment nul. Ils se sont bien sortis, entre guillemets, d'un point de vue du confort matériel, parce que finalement, s'ils se regardent bien dans le miroir, eux, et s'ils regardent bien leur bilan, ils savent très bien qu'ils n'ont pas avancé d'1 centimètre sur ces questions, parce que, encore une fois, ils se sont engagés dans des partis dont c'est pas la priorité. Ces partis, ou bien même ne comprennent pas la gravité et la prégnance du racisme structurel, ou s'en foutent complètement, sont dans ce qu'on n'ose pas dire, mais qu'Aouiwan ont dit, un communautarisme blanc. C'est un cercle de pouvoir, duquel on veut voilà, éloigner tous ceux qui ne sont... C'est le syndrome du privilège blanc, du quinquagénaire, qui veut rester entre soi, dans les lieux de décision. Et de temps en temps, on va admettre 1 ou 2 bronzés ou non blancs dedans, mais il a intérêt à filer droit parce que sinon il sera vite mis dehors, ça c'est un. Et en général, on ne le fait pas parce qu'on a justement trop peur qu'à partir, comme disait voilà, en France, des gens qui étaient un peu moins hypocrites et plus honnêtes à droite en France, quand il y en a un, ça va. Quand il y en a plusieurs, c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin de leur pouvoir, de leur omnipotence et de leur privilège racial blanc. Et c'est ça dont les autres pouvoirs ne sont pas débarrassés, ou en tout cas sont toujours malades de ce point de vue-là, et donner le change en mettant des citoyens ou des candidats d'origine africaine ou d'origine d'ailleurs, regardez-les, il n'y en a pas beaucoup en place utile. Il y en a quelques-uns, parce que bon, voilà, à un moment donné,
il y a aussi un combat citoyen et un combat associatif. Et donc sur certaines listes, maintenant ils sont dans les 5 premiers, enfin en tout cas il y en a quelques-uns, femmes et hommes d'ailleurs, c'est bien, dans les 5 premiers de tête de liste. Mais il faut un axe programmatique et il faut qu'en interne ça change. Qu'est-ce que feront une fois qu'ils seront élus, je pense par exemple à Calvin Suarez, un ami que je connais depuis des années, sur la liste régionale bruxelloise écolo. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sera élu? Est-ce qu'il va moi je pense qu'il ne pourra rien faire avec un parti qui n'a pas appréhendé et qui ne va pas lutter contre le racisme structurel et la discrimination structurelle à l'emploi, pas seulement des afro-descendants, mais de tous les Bruxellois et Belges d'origine étrangère qui souffrent de ce problème. Ben, je vais poser une question. On va passer un peu à des sujets plus régionaux, parce que là on parle beaucoup de fédéral. Donc la question est simple. Que pense votre parti à propos du port de voile, premièrement? Deuxièmement, de l'abattage rituel. Et une dernière question sur qui est aussi fédéral, le négationnisme en Belgique. D'accord. Le négationnisme, là, il a beaucoup tout ça assez court, pas le grand développement, mais c'est plutôt la politique du parti. Oui, voilà, mais c'est justement des questions sur lesquelles B1, encore une fois, se différencie, et toujours dans je dirais, notre slogan qui est l'égalité radicale. L'égalité radicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on refuse toutes les discriminations raciales et de genre. Une des premières discriminations de genre qui est imposée dans cette ville, c'est l'interdiction du foulard pour les femmes de confession musulmane. B1 est pour le port du foulard dans toutes les administrations publiques. Et là, on se différencie. Écolo joue un jeu ambigu et le PTB est le seul qui nous rejoint là-dessus. On est pour que les femmes s'habillent comme elles le veulent, qu'on cesse de pénaliser les femmes musulmanes qui ont envie de mettre un foulard, ou même les femmes afro-subsahariennes qui mettent des foulards, ou même des femmes belgo-blanches qui ont envie qui ont envie de mettre un foulard de temps en temps, ou qui ont envie de le mettre systématiquement. Il n'y a pas que les musulmanes. Une des premières luttes contre les discriminations et pour l'égalité, c'est de permettre aux femmes le premier je dirais des préceptes féministes, c'est-à-dire qu'elles ont le libre choix de s'habiller comme elles le veulent. Et donc, évidemment, quand on défend les femmes, comme B1, quand on refuse les inégalités de genre, on défend les femmes qui ont envie de porter un foulard. Et donc, on ne veut pas que ces femmes, parce qu'elles ont décidé de s'habiller comme ça, ne puissent pas travailler dans les services publics et dans l'administration. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le second, l'abattage rituel. Pour l'abattage rituel. Évidemment, là, regardez l'ambiguïté et la sournoiserie des autres partis qui vous disent, qui se taisent là-dessus, qui ne veulent pas trop en parler, alors que c'est un sujet qui arrive d'abord d'effrayer la chronique, et puis qui est dans la campagne. Moi, je fais les marchés, on en parle tout le temps. Donc c'est un sujet qui est là. Les autres partis, en gros, on dit, il faut introduire l'étourdissement, B1 dit que tout ça, ce sont des dispositions islamophobes. Ok, point. Qui est islamophobe avec un coin de billard pour le judaïsme et les juifs, parce que finalement il y a aussi un abattage rituel cachère. Donc fondamentalement, on est encore en train de faire de l'anti-religion primaire, anti-islamophobie et anti-judaïsme, alors que pour le foie gras par exemple, c'est une procédure industrielle systématique de torture pour obtenir du foie gras pour les fêtes religieuses catholiques. On ne voit personne se lever, on ne voit aucun parti commencer à dire on va interdire cette pratique de foie gras ou on va le faire autrement. Donc arrêtons avec ces faux problèmes racistes et islamophobes, essentiellement, et d'une certaine manière judéophobes. Arrêtons. Nous, à B1, on défend l'abattage rituel tel qu'il existe, on le défend pendant la campagne, tel qu'il existe comme ça, on ne veut pas de disposition et surtout pas d'interdiction. Il n'est même pas prouvé que scientifiquement l'abattage rituel que l'étourdissement qu'on veut introduire soit meilleur pour la souffrance de l'animal. Parce qu'en plus, comme c'est toujours fait de manière productiviste et industrielle,
il y a beaucoup de ratés avec l'étourdissement. Et donc l'étourdissement, il marche une fois sur 4 et 3 fois sur 4, par exemple, l'animal souffre quand même. Donc il faut arrêter, il faut continuer à faire des études par rapport à moins souffrir l'animal, à moins faire souffrir l'animal. Et je dirais même en plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec la logique industrielle face à l'abattage rituel halal, eh ben c'est le halal qui est pour le bien-être de l'animal. Parce que en fait, tous ces politiciens ne savent même pas de quoi ils parlent quand ils parlent de l'abattage rituel halal, qui finalement est contre ces logiques industrielles de productivisme et d'aller vite et de faire souffrir, et essaye, voilà, dans la pratique halal, on tient compte de la manière dont on va tuer l'animal. Et l'animal n'est pas, d'ailleurs, par exemple, juste un exemple, il n'est pas mis en face d'autres animaux qui sont en train d'être égorgés. C'est un truc qui se passe entre les personnes qui vont faire l'abattage et l'animal. Et même parfois on lui bande les yeux, etc. Bon, bref, tout ça pour dire que B1 défend l'abattage rituel tel qu'il existe, tel qu'il n'a jamais posé de problème, et on continuera à le défendre. Par rapport aux autres partis, vous allez voir demain, bon, d'abord, les partis d'extrême droite vont demander l'interdiction pure et simple, et les autres vont suivre. Toujours sur cette islamophobie et cette volonté, il faut qu'on laisse les musulmans tranquilles. Ça, c'est B1 qui le dit, et ça, c'est pour nous un des trucs assez forts. Les citoyens musulmans, avec tous les événements terroristes qui ont eu lieu, etc., ont assez payé l'amalgame. Ils n'ont rien fait, ils ne sont pas responsables des attentats terroristes de quelques-uns qui sont même pas musulmans. Donc voilà, faut maintenant arrêter de stigmatiser continuellement les pratiques de citoyens paisibles qui ne font rien. Je veux dire, voilà. Et ça s'inscrit dans ce que B1 défend vraiment intrinsèquement par rapport aux autres. Les autres, ça ne les dérange pas qu'on stigmatise encore une fois nos compatriotes et nos citoyens musulmans. Ça ne les dérange pas. Et alors, au nom de faux prétextes, qui sont le bien-être animal, etc., tout à coup, ça les intéresse. Ça ne les intéresse pas pour le foie gras, ça ne les intéresse pas pour tous les animaux reliés à la religion chrétienne et à la culture judéo-chrétienne. Ça suffit, ça suffit. Et pour l'environnement? Et pour l'environnement? Oui. Comment ça? Que pense oui, donc, par rapport à l'environnement? Évidemment, et là-dessus, on est à la limite, on se rapproche plus voilà, et d'écolo et des PTP d'une certaine manière. C'est que oui, la situation est grave, Bruxelles est super polluée, Bruxelles est engorgée avec une mobilité qui ne fonctionne pas. Donc nous, une des mesures à B1 qu'on défend, c'est un péage urbain pour les nafteurs, les 300 000 personnes qui viennent travailler de Flandre et de Wallonie, qui viennent travailler à Bruxelles. On veut installer des parkings de dissuasion autour de Bruxelles, mais aussi un péage urbain, comme ça se fait à Londres. D'ailleurs fait et décidé et alimenté par un maire musulman, avec M. Khan. Installer un péage urbain autour de Bruxelles qui désengorgera la ville, permettra de lui ramener des fonds, couplé à une gratuité des transports. Prendre un modèle londonien. Complètement. Mais avec une gratuité de transport. La STIP, c'est trop cher. Nous, on est dans des situations pour les citoyens de régression économique. La vie est de plus en plus chère, les salaires n'augmentent pas. Il y a des choses à faire de ce point de vue socio-économique et nous, on se battra là-dessus. Mais en attendant, il faut un peu soulager les citoyens, bruxellois en tout cas, qui est une des villes, qui est la ville la plus riche du pays et une des villes les plus riches du monde, mais dont la population est une des plus pauvres. Donc, à un moment donné, la moindre des choses, au moins, c'est que les transports publics soient gratuits pour l'ensemble des Bruxellois. Donc, pour la question fédérale, qui est ma dernière question, que pensez-vous du négationnisme en Belgique? Mais, moi j'ai envie de dire que le premier négationnisme, c'est celui du passé colonial. Parce que finalement, on est dans un pays qui a un passé colonial extraordinairement cruel et qui a fait des millions de morts. Et on en est encore, en tout cas une bonne partie de l'establishment, de l'élite politique ou peu importe le secteur. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire la colonisation c'était quand même l'œuvre du roi bâtisseur Léopold II et que bon, heureusement quand même qu'on est venu en gros civiliser ces nègres qui faisaient rien avant qu'on arrive. Voilà. Donc le premier négationnisme il est là. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité dans le passé, c'est un crime contre l'humanité qui a duré des siècles, et c'est un crime contre l'humanité encore aujourd'hui en Palestine-Israël. Donc, pour moi, le premier des négationnismes en Belgique, il est par rapport
à son propre passé colonial où des excuses morales ne suffisent pas. Mais les vraies excuses, les vraies réparations, c'est de lutter, encore une fois, comme Biwan le préconise, contre ce racisme structurel qui n'est que l'héritage de ce passé colonial, qui n'est que l'héritage d'une hiérarchisation raciale où finalement être blanc c'est plus important qu'être non blanc, qu'être homme c'est plus important qu'être femme, etc. Toutes ces discriminations et cette hiérarchisation sont l'héritage direct de cette colonisation qu'on négationnise. Et puis en plus, où on va donner des leçons aux autres qui ont aussi connu des guerres et des passés coloniaux, en disant oui mais nous, en tout cas, criminaliser votre négationnisme parce que c'est ça être démocratique. Mais que la Belgique commence par balayer dans sa porte avec son propre négationnisme, qui est par rapport à son passé colonial, qui n'est toujours pas reconnu. Nous, à Biwan, on dit que la colonisation c'est un crime contre l'humanité. Et on veut que ce soit reconnu dans ce pays, comme de manière internationale. La région bruxelloise a conclu des accords au niveau commercial avec l'État d'Israël. Qu'en pensez-vous? C'est simplement scandaleux. À Biwan, et là encore, une fois de plus, on se différencie des autres partis qui sont timorés ou hypocrites sur la question. Nous, on soutient ce que les Palestiniens opprimés par l'État colonial d'Israël nous demandent de soutenir, c'est-à-dire le BDS. C'est une action militante pacifique qui s'appelle boycott des investissements sanctions, et c'est refuser tout accord, tout lien économique, culturel, boycott des investissements sanctions avec l'État d'Israël tant qu'il colonisera la Palestine et opprimera les Palestiniens. Je rappelle encore que Gaza, c'est en fait une grande prison de 2,5 millions de personnes à ciel ouvert et qui est bombardée régulièrement tous les 3 ans dans ce que l'ONU et le droit international interdisent, c'est-à-dire des punitions collectives. Ils veulent, soi-disant, l'armée israélienne veut tuer des terroristes du Hamas, entre guillemets, alors que ce sont des résistants à la colonisation. Ils bombardent des quartiers entiers de Gaza et ils tuent des civils et puis aussi emprisonnent des enfants. Enfin bon, c'est pas difficile pour n'importe qui, y compris nos politiques actuels et surtout ceux qui ont été au pouvoir, de savoir que l'État d'Israël est hors la loi. L'État d'Israël est colonialiste. L'État d'Israël opprime depuis maintenant 70 ans les Palestiniens. La moindre des choses, c'est de refuser de collaborer avec ce système oppressif et colonial. Donc c'est pour ça que BDS est le seul, Biwan est le seul à soutenir le BDS et à vouloir que les entreprises bruxelloises, publiques, si elles veulent accéder à des marchés publics, eh bien elles doivent aussi soutenir BDS, sinon on ne les favorisera pas. Voilà ce qu'on peut déjà faire à partir d'ici. Parce que beaucoup nous disent toujours, oui mais bon, c'est pas bruxellois, c'est pas un problème sur la région bruxelloise. Si, la région bruxelloise a des compétences extérieures et internationales, et il est temps que les électeurs le sachent, et donc en votant pour des gens qui font comme les autres partis et pas Biwan, vous votez pour des gens qui s'en foutent des Palestiniens et sont prêts à faire des accords, du commerce et je ne sais quoi d'autre encore avec les Israéliens qui sont depuis 25 ans en plus. Ils font des accords avec l'extrême droite la plus fasciste et la plus colonialiste qui existe dans le monde. Il faut quand même à un moment donné se réveiller. Et donc, de ce point de vue-là, si vous êtes un peu citoyen et un peu sérieux et que le sort des Palestiniens ne vous indiffère pas, il faut voter Biwan parce qu'on est les seuls à réellement défendre l'application d'un BDS par la région bruxelloise. Vous êtes reconnu, et plusieurs candidats sur la liste Biwan sont reconnus comme étant de brillants intellectuels, des journalistes observateurs et d'autres candidats sur la liste Biwan comme étant des intellectuels remarquables. Ne craignez-vous pas qu'en vous présentant sur une liste, ça puisse vous porter préjudice dans votre carrière de journaliste? Oui, c'est un des points de réflexion que j'ai eu, en tout cas que j'ai travaillé avant de décider de m'engager en politique et pour Biwan, pour ces élections.
Euh, non, moi, au bout de 20 ans de journalisme en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles, j'en ai aussi tiré un constat. Et le constat, c'est que ma conception même du journalisme, donc un journalisme et d'enquête et de débat et de défense de certaines vérités ou principes démocratiques, n'intéresse plus les médias. Le journalisme que moi je défends, le journalisme, je pourrais citer des noms, hein, tels que celui de Julian Assange, tel que celui de Denis Robert, tel que celui, voilà, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Il y a plein de, voilà, de gens, ben même eux ont des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à exercer leur métier ou même à en vivre. Et finalement, voilà, je pense que de ce point de vue-là, et du point de vue surtout de la liberté d'expression ou de l'exercice journalistique intègre, on a aussi perdu la partie, on a aussi reculé, on a aussi régressé, de la même manière qu'on a régressé sur le racisme structurel. Donc voilà, moi je pense qu'au contraire, c'est une de mes possibilités de rebondir, la politique, parce qu'en journalisme, j'estime en tout cas être isolé. Il n'y a aucun autre journaliste qui... Et je ne suis pas le seul à faire ce constat. Hein. Candice Van Eyck le fait aussi, et c'est pour ça qu'on est ensemble sur cette liste. Il y a d'autres journalistes qui le font. La situation du journalisme voilà, utile aux citoyens tel que nous on le voit, Candice, moi et d'autres, est dans un état catastrophique. Voilà. Et alors les autres journalistes qui travaillent encore pour les médias mainstream, soi-disant non producteurs de fake news, alors qu'ils en produisent en vertu, pollués justement par une logique néolibérale, vous diront ouais mais non, nous on arrive à encore sauvegarder la déontologie du métier, encore sortir des scoops, des choses qui dérangent le pouvoir, etc. Pour moi, c'est un discours hypocrite, c'est un faux discours. En fait, ils arrivent à sortir de temps en temps des choses, voilà, comme David Leloup avec Publifin, etc., comme l'affaire avec Yvan Mayer, etc., qui est quand même sortie. Oui, c'est vrai, mais fondamentalement, c'est, voilà, je n'exagère pas, c'est une fois tous les 3 ans, c'est une fois... Ces affaires-là devraient, tel que moi je conçois l'exercice du journalisme, devraient sortir 4 fois par mois. Parce qu'on est, et surtout sur la fraude fiscale, on est dans un paradis fiscal ici, la Belgique. Hein, donc on croit que l'affaire Publifin ou Yvan Mayer, c'est des brebis galeuses isolées. Mais non, il y a plein d'affaires comme ça à sortir. Et dans les médias, on ne va pas les financer, ceux qui sont encore là, qui ont encore assez... on leur demande de courber les chines, voilà, je veux dire, Bernard Arnault, milliardaire, ou Macron, je ne sais pas quoi. Il peut dire les pires énormités. Où sera l'analyse journalistique, dans quel média le soir, le Vif l'Express, etc., qui descendra ça comme il faut le descendre, qui parlera aux citoyens en disant ce type vous raconte des conneries, voilà pourquoi A plus B. Non, il y a une espèce de soumission comme ça intellectuelle et même pavlovienne à tout ce qui représente l'autorité, qu'elle soit politique, mais surtout de l'argent. Voilà. Les milliardaires ont raison par essence. Les gilets jaunes sont des racistes, des antisémites et des homophobes. Parce que voilà, ils gagnent 1 200 € par mois, ils n'ont jamais été en politique, et ce sont des citoyens de bas étage, donc ils ont automatiquement tort. Et en tout cas, ils ne méritent pas le respect. Voilà. Et on peut les diaboliser. Il y a un gilet jaune qui tient un propos antisémite, homophobe ou négrophobe exactement, ça devient tous les gilets jaunes. Et alors, mes anciens collègues ou mes collègues confrères belges diront oui, mais c'est plutôt les journalistes français qui font ça, nous on ne fait pas ça. Mais non. Une des choses moi où je n'ai plus beaucoup d'espoir dans le journalisme belge francophone, c'est qu'ils sont à la remorque des médias français, qui est quelque chose, qui est le pire du journalisme qui est en train d'arriver. Je veux dire, c'est au moins dans les médias anglo-saxons et encore une partie de la presse indépendante américaine ou allemande ou même italienne. Je veux dire, il y a encore moyen de faire du journalisme intègre et sérieux et critique, utile aux citoyens. En France, il n'y a plus que les sites alternatifs, il n'y a plus que les médias web comme Mediapart qui commence, attention, parce que justement, il y a, voilà, ils sont, sur Macron, on peut les critiquer, parce qu'ils n'ont pas été, voilà, maintenant ils ont pris la remorque des gilets jaunes, mais
Avant, voilà, ils étaient aussi dans cette espèce de mascarade du deuxième tour. Là. Il faut voter Macron, il faut voter Le Pen. Pourquoi il n'y avait pas un média français ou même belge qui pouvait dire c'est un non-choix, c'est un faux choix, c'est un dévoiement de la démocratie. On a le choix entre le néofascisme à la papa d'entreprise familiale et le néofascisme banquier, multimilliardaire. Mais c'est deux types même d'oppression des citoyens qui n'ont de classe moyenne et de paupérisation de la classe moyenne et de la classe populaire certainement. Pourquoi des médias ne pouvaient pas alerter, même les Mediapart n'en a pas fait? Eh bien voilà, parce qu'ils sont soumis. Parce qu'ils sont soumis à des vieilles logiques. La vieille logique, c'était le néofascisme, c'est Marine Le Pen, c'est horrible, et la démocratie, l'Europe, la cerise sur la merveille du monde, c'est Emmanuel Macron, il est jeune, il a épousé tout des trucs superficiels qui n'ont rien à voir quand on rentre sur le terrain. Les journalistes doivent rentrer dans le fond des affaires, doivent enquêter, doivent avoir un esprit critique. Tout ça n'est plus ni encouragé, ni payé, ni reconnu. Moi, je trouve dans le journalisme belge francophone. Pour garder un boulot dans le journalisme belge francophone, dans un média, il faut être soumis et voilà, ne pas utiliser son droit d'expression critique à 80% du temps. Et 20% sont des choses anecdotiques, superficielles, pas les enjeux durs. Voilà, pas les vrais sujets cruciaux, comme par exemple ceux que B1 défend dans la liste. Nous, voilà, ces sujets-là, moi je pouvais pratiquement plus en faire des articles qui allaient me permettre de gagner ma vie. Parce que c'est un métier, le journalisme. C'est pas, on n'est pas juste là pour voilà, prendre des coups, créer des polémiques, et puis après, voilà, moi aussi j'ai mes factures, moi aussi j'ai une fille qui est à l'école, moi aussi j'ai des soins médicaux, etc. Donc la moindre des choses, c'est comme les profs, je veux dire, les profs, il y a, si vous voulez, avant le 21e siècle, il y a eu la sidérurgie qui est devenue de plus en plus un lieu de concentration de chômage, aujourd'hui, ou de gens qui sont mis au chômage au fur et à mesure de perte d'emploi. Aujourd'hui, c'est les services publics, les profs et le journalisme. Le journalisme est en voie de sidérurgisation. Quand je dis le journalisme, attention, pour moi le vrai, c'est-à-dire celui qui est utile aux citoyens, qui sort des scoops, qui dérange les pouvoirs. Pas la chronique du dernier concert de, je ne sais pas, de Roméo Elvis et de je ne sais pas quoi. Ça c'est sympa, mais c'est de la distraction. Je veux dire, c'est pas du journalisme vraiment. C'est utile au divertissement des citoyens, mais moi je veux aussi du journalisme utile à la conscience citoyenne et politique du citoyen. Ça, ce n'est plus encouragé par les médias belges et français. Merci. Ben, la dernière question, enfin c'est pas une question, c'est la séquence, c'est est-ce que tu peux, tu as 1 minute ou 2 minutes pour faire en sorte que les électeurs puissent voter pour la liste B1. En quelques minutes, ça va? Ton message pour les électeurs du scrutin du 26 mai. Bon, ouais, voilà, je vais essayer d'être très court parce que j'ai quand même été long. Donc, voter B1, c'est voter utile. C'est voter utile pour toute une série de questions et d'enjeux prioritaires qui ne sont pas abordés par les autres partis ou pas sérieusement. Et à commencer, et en premier lieu, l'égalité radicale et enfin effective entre tous les citoyens, quel que soit leur genre, leur origine ou leur confession. On est bruxellois, on veut travailler pour l'amélioration de Bruxelles et du sort de l'immense majorité des citoyens bruxellois. Parce qu'on n'est pas dupes. On sait très bien que la façon dont Bruxelles est mal gérée et dont le racisme structurel perdure, dont la jeunesse belgo-maghrébine est toujours au chômage dans certaines communes, arrange certains et beaucoup de partis politiques du moment qu'eux arrivent à tirer les marrons du feu et à continuer à avoir leur petite rande et prébande de pouvoir. Nous, à B1, et c'est pour ça qu'il faut voter pour nous, on veut en terminer avec ça. La politique, c'est pas se servir, c'est servir les citoyens et tous les citoyens et toutes les citoyennes enfin. Voilà. Merci, Olivier Mukuna, et bonne campagne. Merci. Et, voilà, et je voulais remercier tout particulièrement Bruxelles Corner
pour cette interview et les questions de Rachid Zegzaoui et Kadir Duran. Donc je vous donne rendez-vous, tous les internautes, sur Bruxelles Corner, l'émission 5 minutes, 5 questions. 5 minutes, 5 questions. Allez-y et vous verrez ce que pense B1 pour ces prochaines élections régionales du 26 mai. Sizin televizyonunuz. Élection mai 2019.